Bonjour à tous. Lorsque j'ai annoncé ce sujet, un auditeur m'a posé la question suivante. Une question qui résume la problématique de manière tellement précise que je me suis dit que ça constituerait un excellent point de départ pour ce podcast. Et sa question est la suivante. L'observateur. Je me demande pourquoi la gauche place systématiquement tous les individus non blancs en position de victime. Je me demande pourquoi une idéologie qui se dit antiraciste use et abuse du terme racisé pour qualifier tous les autres individus de type extra-européen. Je ne sais pas si ce sera au programme de ta vidéo, mais je sais déjà que le sujet sera très intéressant. Et comment qu'il sera intéressant, l'ami? Et comment? Aujourd'hui, nous allons parler du danger du gauchisme et des idéologies collectives au travers d'un texte, d'un manifeste que je considère comme l'un des plus visionnaires jamais produits sur la question. Un texte de Ted Kaczynski intitulé « Industrial Society and its Future », la société industrielle et son futur, souvent appelé le manifeste du Unabomber, je vous dirai pourquoi, publié en 1995. Kaczynski écrit ce document tandis qu'il vivait en ermite dans une cabane isolée du Montana. Le manifeste a été publié par le Washington Post et le New York Times le 19 septembre 1995, après que Kaczynski eut menacé de poursuivre ses attentats à la bombe s'il n'était pas diffusé. Le nom Unabomber est dérivé de University and Airline Bomber, en français poseur de bombes visant les universités et les compagnies aériennes. C'était un nom de code donné par le FBI pendant l'enquête car Kaczynski fabriquait et envoyait des colis piégés qui ciblaient initialement des universités et des compagnies aériennes. Dans son manifeste, Kaczynski aborde le gauchisme comme l'un des thèmes centraux de son analyse. Il utilise le terme gauchisme de manière assez large en le définissant comme une idéologie, un mode de pensée qui, selon lui, est caractérisé par un ensemble de comportements psychologiques et d'attitudes plutôt que d'un programme politique spécifique. Pour le dire autrement, selon Kaczynski, le gauchisme se rapproche plus d'une maladie mentale que d'un mouvement politique. Mais avant de parler du manifeste en question et des idées qu'il véhicule, parlons un peu de Ted Kaczynski, qui, indépendamment de son manifeste, est un sacré personnage et aussi, soyons honnêtes, un criminel. Et il ne faut surtout pas laisser son talent et son intelligence masquer les atrocités qu'il a commis en tuant des innocents pour faire publier son manifeste. Car non, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Ted Kaczynski, né en 1942, était un enfant prodige en mathématiques, accepté à Harvard à seulement 16 ans. Durant ses études, il a été soumis, selon certaines sources, à des expériences psychologiques dans le cadre du projet MKUltra, ce qui aurait contribué à ses troubles comportementaux à l'âge adulte. Il a également subi de la maltraitance psychologique par un principal de son lycée. Le projet MKUltra était un programme secret mené par la CIA au cours des années 50-60 visant à explorer le contrôle mental en utilisant des méthodes qu'on va qualifier de peu éthiques et surtout illégales. Le projet MKUltra impliquait l'administration de drogues type LSD et l'utilisation de techniques de manipulation psychologique sur des sujets souvent non consentants. L'objectif était de développer des techniques pour obtenir des informations ou modifier le comportement des individus. Le projet top secret de la CIA a été révélé au grand public dans les années 70, ce qui a fait, vous imaginez bien, l'objet d'un scandale majeur aux USA et des réformes au sein des agences de renseignement américaines ont suivi depuis. Le MKUltra pourrait constituer un sujet en lui-même. Ce n'est pas l'objet de notre podcast aujourd'hui, mais à une époque, la CIA avait exploré la possibilité de programmer des humains, de faire de la programmation mentale, comme on programme des machines, pour manipuler et fabriquer des tueurs, des agents secrets, et aussi effacer leur mémoire après les opérations. Et vous comprenez l'intérêt stratégique de la chose. Tu programmes un agent secret pour tuer, commettre un délit, un attentat, qui sait. Il revient de sa mission,
un comprimé de LSD, tu lui effaces la mémoire, tu le reprogrammes et roule ma poule. Mais vous aurez aussi compris que la complexité du cerveau humain fait qu'on n'est jamais réellement parvenu à faire ce genre de choses. En tout cas, pas de manière systématique. Il y a des gens à qui on a tenté d'effacer la mémoire et qui ont commencé à faire des rêves en se rappelant certaines choses. C'est-à-dire que l'inconscient finit toujours de manière incontrôlée par faire remonter cette mémoire soi-disant effacée. Et Ted Kaczynski, à ses dépens, a servi de cobaye aux expérimentations du MKUltra pendant ses années de lycée, avec l'aval de son proviseur ou du principal, qui était peut-être un membre de la CIA, officiellement non, mais qui sait. Tu es au courant d'une opération de la CIA, donc directement ou indirectement, tu fais partie de la CIA. Je ne pense pas qu'on mettrait n'importe quel proviseur au courant d'une opération secrète. Après avoir obtenu un doctorat en mathématiques et malgré son quotient intellectuel de 167, Ted Kaczynski renonça à une carrière universitaire pour vivre en ermite dans une cabane isolée en rejetant tout contact avec la civilisation moderne ou le monde civilisé. À partir de 1978, il commence une série d'attentats à la bombe pour dénoncer ce qu'il considère comme les dangers de la société industrielle qu'il voyait comme destructrice de la liberté humaine et de l'environnement. Les attaques de celui qu'on surnommait le Unabomber, dans le cadre de l'enquête du FBI, étaient principalement dirigées contre des individus liés aux entreprises de la technologie et de l'industrie et qui représentaient la modernité d'une façon générale, notamment IBM, HP et American Airlines. Ces attaques ont duré 17 ans, de 1978 à 1995. C'est l'une des traques les plus longues de l'histoire du FBI, d'où le nom de la série Netflix qui en parle, Manhunt, chasse à l'homme. Pendant cette période, il a envoyé ou déposé 16 bombes, tué 3 personnes et blessé 23 autres. Pour le dire simplement, il envoyait un colis piégé à IBM ou HP avec le nom d'un ingénieur, souvent arbitrairement. La personne ouvre le colis et la bombe lui explose au visage. C'est pour cette raison que je disais qu'il ne faut surtout pas laisser le talent, l'intelligence ou la fascination qu'il peut y avoir autour de Ted Kaczynski masquer les atrocités gratuites qu'il a commises envers des innocents qui n'avaient comme seul reproche celui d'être ingénieur et donc de contribuer à la société technologique. Et la question qu'on pourrait se poser est pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Eh bien, sa campagne de terreur visait à attirer l'attention pour faire publier son manifeste sur ce qu'il considérait comme les dangers de la société industrielle et technologique. Il promettait de cesser les attaques aux colis piégés dès la publication de son manifeste. Et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, la meilleure référence, c'est vraiment la série Netflix Manhunt Unabomber, un chef-d'œuvre de série, vraiment l'une des plus passionnantes que j'ai pu voir et qui retrace le parcours de l'enquête qui a mené à l'arrestation de Kaczynski en 1996. Et vous allez me dire, quelles sont les idées de Ted Kaczynski au sujet du gauchisme qui ont fait de ce petit manuscrit une référence ? Pour rappel, le manuscrit fait 35 000 mots, ce qui correspond environ à une centaine de pages plus ou moins variables selon l'édition que vous avez. Et il est aussi largement disponible au format PDF en anglais, notamment la version originelle du Washington Post. J'ai trouvé une traduction française, mais elle est médiocre. J'ai pas retrouvé le côté précis, percutant de la version anglaise. Le traducteur a dû prendre quelques libertés qui dénaturent ce texte quand vous connaissez déjà la version anglaise. J'ai même pensé publier une traduction française moi-même à l'avenir. Je le ferai peut-être. J'ai une ébauche de traduction française en PDF que je dois faire relire, corriger, vérifier, mais je la mettrai peut-être en pièce jointe sur Patreon pour ceux qui me suivent sur cette plateforme. Je pense que je mettrai sur Patreon la version audio de ce podcast que vous découvrirez plus tard sur YouTube avec en pièce jointe la traduction française du manuscrit ou du moins l'ébauche de cette traduction
que je devrais améliorer, vérifier, corriger, mais elle est déjà pas trop mal dans son état actuel. Donc je commencerai ce podcast sur la base de la traduction française que j'ai fait du texte originel publié par le Washington Post en 1995, texte que je vous mettrai à l'écran au fur et à mesure des chapitres que j'aborderai. Alors, spoiler alerte, ce texte peut heurter la sensibilité d'un certain public. À moins que vous ayez l'esprit vraiment ouvert, je vous déconseille d'écouter ce podcast. Vous pouvez aller faire autre chose, il y a plein de choses à faire dans la vie. Mais si vous êtes doté d'esprit critique, si vous savez prendre du recul, vous pourrez encaisser ce qui va suivre. Commençons notre descente dans le terrier du lapin blanc. La psychologie du gauchisme moderne. Presque tout le monde conviendra que nous vivons dans une société profondément troublée. L'une des manifestations les plus répandues de la folie de notre monde est le gauchisme. Et une discussion sur la psychologie du gauchisme peut servir d'introduction à une discussion plus générale sur le problème de la société moderne. Mais qu'est-ce que le gauchisme ? Au cours de la première moitié du XXe siècle, le gauchisme pouvait être pratiquement identifié au socialisme. Aujourd'hui, le mouvement est fragmenté et il n'est pas clair qui peut être appelé gauchiste à juste titre. Lorsque nous parlons de gauchistes dans cet article, nous avons principalement en tête les socialistes, les collectivistes, les adeptes du politiquement correct, les féministes, les militants pour les droits des homosexuels, des handicapés, les militants pour les droits des animaux et ainsi de suite. Mais tous ceux qui sont associés à l'un de ces mouvements ne sont pas des gauchistes. Ce que nous essayons d'aborder en discutant du gauchisme n'est pas tant un mouvement ou une idéologie qu'un type psychologique, ou plutôt une collection de types apparentés. Ainsi, ce que nous entendons par gauchisme se précisera au fur et à mesure de notre discussion sur la psychologie gauchiste. Néanmoins, notre perception du gauchisme restera beaucoup moins claire que nous le souhaiterions. Mais il ne semble pas y avoir de remède à cela. Tout ce que nous essayons de faire ici est de montrer de manière approximative les deux tendances psychologiques que nous croyons être les principales forces motrices du gauchisme moderne. Les deux tendances psychologiques qui sous-tendent le gauchisme moderne sont ce que nous appellerons les sentiments d'infériorité et la sursocialisation. Les sentiments d'infériorité sont caractéristiques du gauchisme moderne dans son ensemble, tandis que la sursocialisation est caractéristique d'un certain segment du gauchisme moderne, mais ce segment est très influent. Ce que nous dit Ted Kaczynski dans cette introduction, avant de parler du sentiment d'infériorité chez le gauchiste, c'est que ce qu'il entend par gauchiste n'est pas tant une tendance ou une mouvance politique qu'un état d'esprit. Être gauchiste, ce n'est pas avoir sa carte au Parti socialiste ou au Parti communiste ou chez les démocrates aux États-Unis, mais c'est un état d'esprit, une mentalité qui confère des traits comportementaux aux gauchistes. Et parmi ces traits, nous avons les sentiments d'infériorité. Par sentiment d'infériorité, nous n'entendons pas seulement les sentiments d'infériorité au sens strict, mais tout un éventail de traits apparentés, faible estime de soi, sentiment d'impuissance, tendance dépressive, défaitisme, culpabilité, haine de soi, etc. Nous soutenons que les gauchistes modernes tendent à avoir de tels sentiments, plus ou moins refoulés, et que ces sentiments sont décisifs pour déterminer l'orientation du gauchisme moderne. Lorsque quelqu'un interprète comme péjoratif presque tout ce qui est dit à son sujet ou à propos des groupes avec lesquels il s'identifie, nous en concluons qu'il a des sentiments d'infériorité ou une faible estime de soi. Cette tendance est prononcée parmi les militants des droits des minorités, qu'ils appartiennent ou non aux groupes minoritaires dont ils défendent les droits. Ils sont hypersensibles aux mots utilisés pour désigner les minorités et à tout ce qui est dit à propos des minorités. Les termes haine, alors je ne peux pas le prononcer sur YouTube, mais c'est un terme qui a été utilisé dans les années 50-60 pour définir les Afro-Américains. Donc les termes haine, asiatique, handicapé ou poulette chick pour désigner tantôt un Africain, un Asiatique, une personne handicapée ou une femme, n'avaient à l'origine aucune connotation péjorative. Poulette,
chick ou meuf, étaient simplement les équivalents féminins de gars, mec ou type. Les connotations négatives ont été attachées à ces termes par les militants eux-mêmes. Et là, ce que nous dit Ted Kaczynski, si on peut un peu développer sa pensée à ce stade de notre lecture, c'est que les gauchistes font systématiquement du glissement sémantique sur tous les mots qu'ils considèrent comme péjoratifs, de manière non objective, bien sûr. Pour prendre un exemple, personnellement, l'un des mots qui m'énerve le plus, c'est « personne de couleur ». Parce qu'on n'ose plus dire africain ou noir, on dit personne de couleur. Mais vous imaginez l'absurdité du truc? Ça veut dire quoi, personne de couleur? De quelle couleur? Jaune, bleu, rouge, rose? C'est un arc-en-ciel, le type? Mais plein de gauchistes ou plein d'adeptes du politiquement correct, parce qu'ils ont peur de dire africain ou noir, vont dire personne de couleur. Alors que, à la base, africain, c'est pas une insulte. Ça désigne une personne qui vient d'Afrique. On peut aller plus loin, même noir n'est pas une insulte. Parce que, à l'opposé, on dit blanc. Pourquoi le blanc, quand on l'appelle par sa couleur? On dit c'est un mâle blanc. Pourquoi le blanc ne s'offusque pas? Il dit pas on m'a traité, on m'a appelé par ma couleur blanc. Bah oui, t'es blanc. T'es blanc et on t'a qualifié, je sais pas, dans une enquête policière, tu te fais agresser, ben tu dis le gars était blanc. Mais lorsqu'il s'agit du mot noir, tout de suite on trouve ça péjoratif. Alors que c'est ni pire ni mieux que blanc. Et Kaczynski prend l'exemple des femmes, c'est-à-dire que depuis le féminisme, des choses qu'on disait avant en anglais, I met a chick, I met a bird, j'ai rencontré une gonzesse, j'ai rencontré une meuf, j'ai rencontré une nénette, c'est un peu les équivalents de chick, bird en anglais. Et il dit qu'avec les féministes, ça devient de plus en plus péjoratif, alors qu'à la base, ce ne l'était pas. Et pour le cas des hommes, ça ne l'est pas. Aucun homme ne s'offusque si tu dis mec, gars, si tu dis j'ai rencontré un type. Aucun homme ne s'offusque, tu vois. C'est pas trop le cas en France. Je pense qu'on n'a pas trop ce problème. C'est vraiment un truc d'anglo-saxon puritain où ces problèmes commencent à apparaître. En France, je pense que tu peux encore dire gonzesse, meuf, sans te faire traiter de misogyne. Mais apparemment, aux États-Unis, en Angleterre, chick, bud, c'est des mots qui ont une connotation péjorative. On s'y est un peu habitué, mais il faut comprendre que ça n'a pas toujours été le cas. Et Ted Kaczynski nous dit, vous remarquerez qu'avec le temps qui passe, on a des glissements sémantiques où les mots, au fur et à mesure des années, deviennent interdits. Des mots qui étaient simples, évidents, qui permettaient de décrire des gens à l'époque, deviennent de plus en plus péjoratifs. Ce qui constitue un racisme en lui-même. Parce que, comme je l'ai dit, personne ne s'offusque lorsqu'on dit « c'est un Européen » ou « c'est un Asiatique » ou un homme qui va te dire « moi j'aime les Asiates, j'aime les femmes asiates ». Personne ne considère que c'est une insulte. Par contre, dès qu'il s'agit de l'Africain, ben, le gauchiste va te dire « faut pas dire ça, faut dire autre chose, c'est pas bien, ne dis pas ça ». Et en soi, ça constitue un racisme. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans le texte de Kaczynski. Il explique ça très bien. Il dit que le gauchisme en lui-même, cette idée de vouloir défendre les minorités, cette idée en elle-même constitue un racisme. Je continue ma lecture. Certains militants des droits des animaux sont allés jusqu'à rejeter le mot « animal », pet en anglais, pet c'est animal de compagnie, en insistant pour qu'il soit remplacé par le mot « compagnon ». Donc le gauchisme extrême peut peut-être pousser certains à avoir peur d'appeler leur chien un animal. Ils préfèrent l'appeler animal de compagnie. C'est pas juste un animal, attention à ce que tu dis. C'est un animal de compagnie. Ne parle pas comme ça à mon chien. Aussi, les anthropologues gauchistes font tout leur possible pour éviter de dire quoi que ce soit sur les peuples primitifs qui pourraient être interprétés comme négatifs. Ils veulent remplacer le mot primitif par non lettré. Ils semblent presque paranoïaques à l'idée que quelque chose puisse suggérer que toute culture primitive est inférieure à la nôtre. Nous ne voulons pas dire que les cultures primitives sont inférieures à la nôtre, nous signalons simplement l'hypersensibilité des anthropologues gauchistes. Et ça aussi, c'est un point intéressant. Il nous dit que certains professeurs dans les universités américaines, lui qui a fait un doctorat en mathématiques, il a dû en fréquenter certains, ont peur d'utiliser le mot primitif.
pour qualifier les Indiens d'Amérique, par exemple, parce qu'ils ont peur que ce soit mal interprété. Alors qu'à la base, primitif n'est pas une insulte. Encore un glissement sémantique que les profs gauchistes essayent de faire. Primitif, à la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire le peuple premier, ou le peuple le plus ancien. Donc, oui, si t'es originaire de la région, t'es un peuple premier. Les Indiens d'Amérique sont le peuple primitif de l'Amérique. Ce n'est pas une insulte. Et c'est dans ce sens que le gauchisme devient problématique dans les universités, c'est qu'on ne peut plus enseigner l'histoire, on ne peut plus enseigner l'anthropologie, on ne peut plus enseigner la biologie sans être taxé tantôt de raciste, tantôt de suprémaciste, tantôt de misogyne. Dès que tu mets les pieds dans quelque chose qui touche un peu à la génétique, à l'ethnie, à la race, à l'anthropologie, tu marches sur des œufs parce que tu as peur de te faire attaquer en justice par un étudiant gauchiste qui va t'accuser de racisme, etc., etc. Et ça, c'est un vrai fléau dont beaucoup ont parlé. Alors, Ted Kaczynski, il est visionnaire parce que lui, déjà en 95, il avait vu tout ça. Mais beaucoup de profs, essentiellement des profs de droite qui portent leurs couilles et qui osent en parler, ont critiqué ce phénomène dans les universités. Ils ont dit on ne peut plus enseigner, on ne peut plus parler de la biologie parce qu'à chaque fois, on a peur de se faire agresser, alpaguer par un étudiant qui va pas être content, un étudiant woke qui va pas être d'accord avec la version de l'histoire. Et là, le texte nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant à ce sujet. Ceux qui sont les plus sensibles à la terminologie politiquement incorrecte ne sont pas l'Afro-Américain moyen vivant dans un ghetto, l'immigrant asiatique, la femme maltraitée ou la personne handicapée, mais une minorité de militants dont beaucoup n'appartiennent pas à un groupe opprimé, mais proviennent des couches privilégiées de la société. Le politiquement correct trouve son bastion chez les professeurs d'université qui ont un emploi sécurisé avec des salaires confortables et dont la majorité sont des hommes blancs hétérosexuels issus de familles de la classe moyenne supérieure. Et ça, c'est un point très important à comprendre. Celui qui va plus te casser les couilles avec les histoires de racisme, d'égalité, d'oppression, c'est pas l'Afro-Américain du ghetto. Lui, il vit sa vie, il a ses galères, il a ses loyers à payer, il doit se débrouiller au quotidien, il gère ses problèmes de ghetto, de violence. Il n'a pas le temps pour s'occuper de ces choses-là. Ça sera le dernier à te casser les couilles avec l'égalitarisme. Celui qui va venir te faire chier avec ça, c'est le petit prof en col blanc qui ne connaît ni le ghetto, ni la culture afro-américaine, qui n'a jamais fréquenté ces endroits, qui n'a jamais fréquenté d'afro-américains, qui n'a jamais eu d'afro-américains dans sa vie. Le gars, il est blanc, il est né dans une famille blanche, il est allé dans une université blanche, souvent privilégié, d'un milieu privilégié, qui a eu la chance d'accéder à l'éducation, à la formation, etc. C'est lui qui va te casser les couilles avec une lutte qui ne le concerne pas. Et en agissant ainsi, il confisque le droit aux minorités de se défendre elles-mêmes. Parce que quand tu dis « moi je vais défendre les Afro-Américains » ou « je vais défendre les Asiatiques » ou dans le cas de la France « je vais défendre les Maghrébins » ou les musulmans ou peu importe, choisis l'ethnie ou la minorité qui t'intéresse. Quand tu dis « je vais les défendre », qu'est-ce que tu fais? Et quand tu te mets à les défendre, qu'est-ce que tu fais? Tu leur confisques leur propre droit de se défendre. Parce que l'Afro-Américain, l'Asiatique, le Maghrébin, le musulman, ils peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est des débiles. Ils peuvent pas eux-mêmes monter au créneau s'ils sont victimes d'une injustice, s'ils ont vu une injustice. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Faut que ce soit toi, prof d'université, le petit blanc bourgeois qui n'a jamais connu la misère, qui ne sait même pas de ce qu'il parle, qui ne connaît même pas la condition de l'Afro-Américain. C'est toi qui vas défendre l'Afro-Américain. Vous avez compris la bêtise de la chose. Non seulement il confisque à ces minorités le droit de se défendre elles-mêmes, parce que si tous ces petits blancs à col blanc, c'est white knight, c'est social justice warrior, ne me reprochez pas mes anglicismes, mais c'est tellement évident en anglais tous ces mots. Qui ne connaît pas le social justice warrior pour franciser la chose, c'est le gars qui s'improvise défenseur de la veuve et l'orphelin, qui monte au créneau sur Internet, dans les universités, qui veut défendre tout le monde. Si tous ces gens s'écartaient du champ de la défense des minorités, qu'est-ce qui va se passer?
les minorités vont se défendre elles-mêmes. T'es dans un pays libre, t'es opprimé, t'as vécu une injustice, t'as vécu une discrimination, t'as été victime de racisme. T'es dans un pays libre, tu prends un avocat et tu réclames tes droits. On n'est pas dans la jungle. Aujourd'hui, il faut arrêter. Toutes les minorités qu'on appelle les minorités ethniques vivent aux États-Unis, en Suède, en France, au Danemark, en Allemagne, en Angleterre, des pays hyper développés, hyper libres, avec un système judiciaire qui fonctionne, qui a ses failles, mais qui fonctionne d'une manière générale. Il faut arrêter de déconner. Je préfère largement passer en justice en Angleterre ou en France que de le faire en Iran ou en Arabie Saoudite. J'ai beaucoup plus confiance en un juge européen qu'en un juge saoudien ou yéménite. Il faut être réaliste. Donc notre justice n'est pas parfaite, mais elle est beaucoup mieux que beaucoup d'autres justices. Donc si tu es opprimé, tu as la chance de vivre dans un pays hyper développé, va te défendre. T'as pas besoin de quelqu'un pour le faire à ta place. Parce que tous ces gauchistes de la classe moyenne supérieure blanche qui s'improvisent défenseurs des opprimés et des minorités, ce qu'ils font en réalité, c'est qu'ils confisquent aux minorités le droit de se défendre et ils les mettent en infériorité. Vous êtes inférieur, vous ne pouvez pas vous défendre, vous êtes faible, donc c'est nous, les universitaires éduqués du sommet de la pyramide, qui allons le faire pour vous. Vous imaginez, vous comprenez le mépris qu'il y a derrière ça? Vous comprenez le mépris qu'il y a derrière le prof universitaire qui défend les minorités? De nombreux gauchistes ont une identification intense au problème des personnes qui ont une image de faiblesse, les femmes, de défaite, les Indiens d'Amérique, de répulsion, les homosexuels, ou d'infériorité. Les gauchistes eux-mêmes ressentent que ces groupes sont inférieurs. Ils n'admettraient jamais qu'ils éprouvent de tels sentiments, mais c'est précisément parce qu'ils considèrent ces groupes comme inférieurs qu'ils s'identifient à leurs problèmes. Nous ne voulons pas suggérer que les femmes, les Indiens, sont inférieurs. Nous faisons seulement référence à une observation sur la psychologie du gauchiste. Et là, ce que je viens de vous lire, c'est le point 13 du manifeste. C'est une pépite. Imprimez-le, mettez-le dans un cadre. C'est le texte le plus puissant que j'ai pu lire sur la question. Je me suis pris une baffe quand j'ai réalisé ça. Il dit que la raison pour laquelle le gauchiste va vous défendre en tant que minorité, c'est parce qu'il pense que vous êtes inférieur à lui. Parce qu'en réalité, tu ne défends pas les gens que tu considères comme égaux ou supérieurs. Tu ne sens ou tu ne ressens ce sentiment de protection et d'aide qu'envers les êtres inférieurs. Dans certains cas, c'est normal, ressentir un sentiment de protection envers un enfant, une femme âgée, quelqu'un qui est vraiment fragile, en difficulté. C'est un sentiment normal et tu vas l'aider. Par contre, avoir envie de défendre quelqu'un qui est à peu près ton égal en réalité, c'est que tu penses qu'il est inférieur à toi. Et c'est pour ça que vous verrez que le gauchiste va défendre certaines minorités, mais pas les autres. Un cas typique, on va prendre le cas de la France. C'est l'endroit d'où est issue mon audience majoritaire, vous remarquerez qu'en France, on a des immigrés asiatiques, on a une grande communauté chinoise, on a une communauté vietnamienne, mais vous aurez remarqué qu'il n'y a jamais eu de mouvement pour la défense des Chinois et des Vietnamiens. Tous les mouvements antiracistes, touche pas à mon pote et compagnie, ça a toujours été pour défendre les Africains et les Maghrébins, ou les musulmans et autres. Et vous connaissez la raison perverse derrière ce mécanisme? Vous allez me dire, c'est vrai l'observateur, lorsqu'on y pense, oui, on a des minorités autres en France, on n'a pas que des Africains, des Maghrébins, on a d'autres minorités, mais il n'y a jamais eu de mouvement de sensibilisation envers le racisme anti-chinois ou anti-asiatique. Pourtant, ça existe. Il y a des Asiatiques qui ont vécu du racisme, qui se sont fait saccager leurs boutiques, mais ça se fait toujours dans le silence. Vous savez, c'est quoi la raison perverse derrière ça? La raison, c'est que le gauchiste considère que l'asiatique est son égal. C'est pour ça qu'il ne veut pas le défendre. Je dirais même plus, il considère peut-être l'asiatique comme supérieur à lui, comme intellectuellement, technologiquement supérieur à lui. Donc il va dire, je ne vais pas défendre l'asiatique, ça ne sert à rien, il est suffisamment fort pour se défendre. Et par opposition, lorsqu'il défend l'Africain ou l'Afro-descendant ou le Maghrébin ou le musulman, peu importe la minorité, ce qui se passe dans la tête du gauchiste, c'est qu'avant de te défendre, il t'a placé en position d'infériorité. Le gauchiste t'a d'abord méprisé,
rabaissé dans l'échelle sociale, il t'a écrasé dans son esprit, et ensuite, il a commencé à te défendre. Et dans ce sens, je considère, c'est un avis personnel, vous avez le droit d'y adhérer ou pas, j'ai toujours considéré l'idéologie de droite comme plus saine, plus égalitaire même, que l'idéologie de gauche. Par exemple, je n'ai jamais rejoint de ma vie, jamais, un groupe de défense d'une minorité. Jamais, je n'ai jamais fait ça. Parce que moi, qui ne suis pas un gauchiste fini, je ne considère pas l'Africain comme mon inférieur. Je ne considère pas le Maghrébin, le musulman, l'Asiatique, peu importe. Je ne les considère pas comme mes inférieurs. Je les considère comme mes égaux. Ils sont comme moi. Ils peuvent se défendre comme moi. Ils peuvent se saisir du système judiciaire comme moi. Ils peuvent faire tout ce que je peux faire. Et la raison pour laquelle je ne vais pas les aider, c'est pas que je n'ai pas envie de les aider. Au contraire, c'est que je pense qu'ils ont toute la force et toute la capacité pour le faire. Je ne les mets pas en position d'infériorité et de mépris pour ensuite aller les aider. Je les mets en position de force et je leur dis, vous pouvez vous défendre, vous pouvez obtenir vos droits, vous pouvez réussir, vous pouvez faire, vous n'avez pas besoin de moi. Ni de moi, ni de ma pleurniche, ni de mon aide. Vous n'avez pas besoin de moi. Lève-toi et marche. Quand quelqu'un vient pleurnicher, je lui dis « Lève-toi et marche. Je suis ni mieux, ni pire que toi. J'ai aussi mes merdes, mes problèmes, mes angoisses. Je ne suis ni mieux, ni pire que toi. Lève-toi et marche. » Voilà ce que le gauchiste déteste chez le droitard, ou chez la personne de droite, ou chez les personnes qui pensent à droite, on va dire. Voilà ce qu'ils détestent. Ils vont dire, le droitard, c'est un égoïste, c'est un raciste, c'est un anti-immigré. Alors que pas du tout. Il y a plus de partis racistes aujourd'hui. Arrêtez vos conneries, il n'y a plus de partis racistes. Ça n'existe plus. À part quelques exceptions, il n'y a plus. Sérieux, les gens qui disent le Front National ou le Rassemblement National est raciste, vous êtes sérieux les mecs ? Marine Le Pen qui dit « j'ai défendu un migrant ». Elle était avocate. Elle a dit « j'ai défendu un migrant ». Et le journaliste, il lui dit « pourquoi ? Comment ça ?» Ben, elle lui dit « je suis avocate. On me demande de défendre, je défends. Je suis pas un sauvage, je suis pas une malade. J'ai mes idées sur l'immigration. Mais si quelqu'un me demande, se saisit d'un avocat pour qu'on le défende, ben je le défends. » C'est Marine Le Pen qui dit ça. Quand j'étais avocat, j'étais commis d'office pour défendre des gens. Et j'ai défendu des clandestins. Et il y avait des gens comme toi, et tu vois, si, c'est pareil. Il y avait des gens comme toi qui disaient, mais comment vous êtes contre... Ils étaient déjà dans l'illégalité. Vous êtes contre l'immigration clandestine et vous défendez des clandestins. Eh bien oui, parce que je pense que même s'ils étaient clandestins, ils avaient le droit d'être défendus par un avocat. Et accessoirement, un bon avocat. Et donc je l'ai fait. Et il y avait des gens pour me le reprocher, Jean. Des gens qui, comme toi, ne savent pas faire la différence. Et se sont obligés. Ils avaient enfreint les lois, Marine. C'est pas la même chose. Là, c'est un symbole politique pour l'instant qui n'est pas. Si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas le courage d'affronter une personne, tu n'auras pas le courage d'affronter la masse. Jean Messia, juste. Tu sais quoi, le courage d'affronter une gamine de 15 ans. Tu n'as pas eu le courage de le faire. C'est ça que tu n'as pas eu le courage de refuser. Donc demain, tu n'auras pas le courage d'affronter tous les voiles et toutes les manifestations de l'islam radical. Surtout si tu prétends que l'islam est compatible avec la République. Faut que tu sois cohérente. Honnêtement, je trouve. C'est quoi, Jean ? Je trouve que c'est très intéressant ce débat. Parce que ça révèle quand même une partie du projet d'Éric Zemmour, une partie de sa brutalité, pas du tout. Une partie de sa dureté qui est juste inutile. Il n'y a plus de racisme en Europe. Il y a de l'agacement, il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de la peur pour l'avenir. Oui, mais il n'y a pas de racisme viscéral. Vous savez ce que c'est le racisme ? Vous savez ce que c'est le racisme en Afrique du Sud, pendant l'apartheid ? Tu marches sur un trottoir, t'as un policier qui vient te voir, qui te dit non, toi t'es noir, tu descends du trottoir, tu vas sur le trottoir en face. Ça c'est le trottoir des blancs, ça c'est le trottoir des noirs. C'est ça le racisme. Les gens qui parlent de racisme en Europe, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Le racisme, c'est aux États-Unis dans les années 50. Quand tu montes dans un bus, quand tu te mets devant, t'as le chauffeur qui vient qui te dit lève-toi. Toi t'es noir, tu vas au fond du bus. Les sièges de devant, c'est pour les blancs. Toi tu te lèves, en raison de ta couleur de peau, tu te lèves, tu vas au fond du bus. C'est ça le racisme. Les gens qui parlent de racisme aujourd'hui en Europe sont une insulte pour ceux qui ont vécu le vrai racisme dans les années 50, 60 et par le passé, pendant la colonisation, pendant l'esclavage. Les gens qui parlent de racisme aujourd'hui, vous êtes une insulte à ce qu'ont subi vos ancêtres qui, eux, ont connu le vrai racisme.
Point numéro 15 de ce manuscrit, les gauchistes ont tendance à détester tout ce qui a une image de force, de bien ou de succès. Ils détestent l'Amérique, ils détestent la civilisation occidentale, ils détestent les hommes blancs, ils détestent la rationalité. Les raisons que les gauchistes donnent pour détester l'Occident ne correspondent manifestement pas à leur véritable motivation. Ils disent qu'ils détestent l'Occident parce qu'il est belliqueux, impérialiste, sexiste, ethnocentrique. Mais lorsque ces mêmes défauts apparaissent dans des pays socialistes ou dans des cultures primitives, les gauchistes trouvent des excuses pour eux. Ou, au mieux, ils admettent à contre-cœur qu'ils existent alors qu'ils signalent avec enthousiasme et souvent exagèrent considérablement ces défauts lorsqu'ils apparaissent dans la civilisation occidentale. Il est clair que ces défauts ne sont pas la véritable motivation du gauchiste pour détester l'Amérique et l'Occident. Il déteste l'Amérique et l'Occident parce qu'ils sont forts et réussissent. Et là, vous m'accorderez que le paragraphe est très clair, mais puisqu'il s'agit d'un podcast et pas d'une lecture de texte, nous allons gaiement en parler. Je vais vous donner un exemple concret. Les féministes vont critiquer en Occident l'homme blanc dominant, le mâle blanc cisgenre dominant. Et par la même occasion, elles vont critiquer le patriarcat, le machisme, etc. Mais il y a plein de pays belliqueux et sexistes. L'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Afghanistan. Vous avez déjà entendu une féministe critiquer l'Arabie Saoudite? Vous avez déjà entendu une féministe monter au créneau contre le machisme, contre la société patriarcale en Arabie Saoudite? C'est silence radio. Elle ne critique le machisme que dans des sociétés où il n'y a pas de machisme. Ça m'a toujours fait rire, les féministes de Suède, du Danemark, de Norvège. Sérieux, l'homme suédois, l'homme norvégien, l'homme danois sont machistes. Vous êtes malades. C'est ça votre cible? L'anglais, le français, le suédois, le canadien, c'est ça votre cible? C'est ça le macho que vous combattez? Qu'est-ce qui reste de macho chez l'homme occidental? Rien. Qu'est-ce qui reste de machiste, de patriarcal chez l'homme occidental? Rien. Tu peux pas être macho en Occident. Quand t'es prof, tu touches 1800 balles, que tu sois homme ou femme. Quand t'as un couple d'enseignants, ça arrive beaucoup, il y a des couples d'enseignants, l'homme et la femme ont le même salaire. Comment tu vas dominer ta femme? Tu gagnes la même chose. Et souvent, les femmes gagnent plus d'argent. Comment tu peux parler de machisme, de sexisme, de patriarcat en Occident? C'est fini, ces histoires. Il n'y a plus de patriarcat. Il y a même plus d'hommes. Au sens noble du terme, les hommes ont été écrasés, féminisés. Donc les féministes se battent sur un terrain où il n'y a plus de problème d'égalité. Par contre, elles évitent tous les terrains où il y a lieu de se battre. J'en avais parlé dans un podcast précédent. La féministe qui veut aller manifester en Arabie Saoudite, au Yémen, en Iran, je te finance. Si tu m'écoutes, tu me dis combien t'as besoin de combien d'argent pour monter une manif en Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan. Je te paye le voyage, l'hôtel, la manif pour toi et tes copines. Pour peu que t'y ailles. J'avais fait ce podcast il y a quelques mois. J'attends toujours la réponse. J'attends toujours qu'une féministe m'envoie un mail pour me dire « Voilà le budget, 10 000, 15 000 balles, je m'en fous, voilà le budget, je vais y aller. » J'attends toujours. Et il n'y en a aucune qui le fera. J'ai fait ça à moitié en rigolant. Je sais qu'il n'y a aucune féministe qui a les couilles pour aller se battre pour les femmes iraniennes, pour les femmes saoudiennes, pour les femmes yéménites ou pour les femmes égyptiennes qu'on excise. Vous savez que l'excision est pratiquée en Égypte. Il y a des petites filles à qui on coupe le clitoris en Égypte. Vous avez entendu parler de ce sujet? Vous avez entendu une féministe parler de ce sujet? Vous imaginez la gravité de la chose? L'Égypte, un pays touristique, où des millions d'Européens vont tous les ans. Ce pays pratique l'excision. 86% des femmes égyptiennes entre les âges de 15 ans et 49 ans ont été excisées, dont 74% par un docteur, par un médecin. Les grognasses de féministes, c'est pas un combat qui mériterait d'être mené, ça? Vous savez ce que c'est qu'une excision? Des femmes qui ne ressentent aucun plaisir, on leur supprime, on leur enlève le droit au plaisir sexuel. T'as aucune grognasse qui ouvre sa gueule sur le sujet? Et vous pensez que la lutte, c'est au Danemark et en Suède?
Et vous comprenez d'où vient notre détestation des féministes? Il y a plein de gens qui disent, mais on comprend pas l'Observateur. C'est quoi ce courant red pill antiféministe? On comprend pas. Ben, c'est ça son origine, c'est ça sa source. C'est que les féministes sont très actives en Europe, dans des régions où il n'y a plus lieu de lutter. Il n'y a pas d'excision en Europe, aux États-Unis, au Canada. On a dépassé ce stade. On est civilisés. On est les nations, les peuples qui ont atteint le plus haut niveau de civilisation, de justice, d'égalité jamais atteinte par aucune civilisation sur Terre depuis la nuit des temps, depuis que Homo sapiens s'est sédentarisé. Aucune civilisation n'a atteint le niveau de prospérité de la civilisation occidentale. Et les féministes luttent dans le cadre de cette civilisation développée. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, il faut juste traverser l'Égypte, c'est en face. Des millions de femmes excisées, on leur déchiquette, on leur déchire le clitoris. Aucune féministe n'ouvre la gueule sur le sujet. Aucune. Mis à part peut-être des féministes en Égypte. Donc, je ne suis pas contre le féminisme. Si vous me dites, l'Observateur, est-ce que tu es pour le féminisme en Égypte? Oui. Est-ce que tu es pour le féminisme en Iran? Oui, 1000%. 1000%. Je suis derrière toutes les femmes iraniennes pour enlever le voile, pour dégager les mollahs. 1000%. Est-ce que tu es pour le féminisme en France, en Angleterre, en Suède? Non. Non, j'en veux pas. Elles n'ont aucun rôle à jouer, c'est fini. C'est fini. Le rôle, il se passait dans les années 50-60. La femme en Occident a obtenu tout ce qui était obtenable. Il y a rien d'autre que tu puisses obtenir. C'est-à-dire que en Angleterre, aujourd'hui, par exemple, tu divorces, la pension alimentaire est ponctionnée sur ton salaire, direct. Si tu fais un enfant à une femme, que tu divorces et que vous n'arrivez pas à un accord, l'État te ponctionne sur ton salaire brut directement. Et je crois que ça va jusqu'à 20%, je pense. 20% de ton salaire brut, avant que tu le touches, il va à ta femme pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de l'enfant. Tu veux quoi de plus que ça? Un homme qui dérape, qui fait un enfant à une femme en Angleterre, il est foutu. Et j'ai envie de dire à juste titre, moi je fais pas partie des hommes qui se cachent pour la pension alimentaire. Si je mets une femme enceinte, si je fais une bêtise, je paye. Faut pas déconner, y a un innocent en jeu, un enfant, t'as fait une connerie, tu payes. Les mecs qui se planquent, je veux pas payer, etc. Ben, contrôle ta bite, ça se passera mieux pour toi à l'avenir. Point numéro 16. Des mots comme confiance en soi, autonomie, initiative, entreprise, optimisme, etc. jouent un rôle mineur dans le vocabulaire libéral et gauchiste. Le gauchiste est anti-individualiste, pro-collectiviste. Il veut que la société résolve les problèmes de chacun pour eux, satisfasse les besoins de chacun, prenne soin d'eux. Il n'est pas le genre de personne qui a une confiance intérieure en sa capacité à résoudre ses propres problèmes et à satisfaire ses propres besoins. Le gauchiste est antagoniste au concept de compétition parce qu'au fond de lui, il se sent perdant. Autre point intéressant, assez simple à expliquer, pourquoi le gauchiste aime le collectivisme? Parce qu'il peut se planquer, il peut se cacher. Parce que le problème de l'individualisme qui est prôné par la droite, c'est que tu es face à tes responsabilités. C'est toi qui fais, c'est toi qui dis, et c'est toi qui assumes tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. Si tu réussis, well done, tant mieux, c'est pour toi. Si tu échoues, c'est pour ta pomme aussi. Il n'y a pas toute la société qui va contribuer pour t'aider. Alors que dans le groupe, tu fais quoi dans le groupe? Tu te planques. Quand tu échoues, c'est pas toi, c'est le groupe. Toi, tu étais dans le groupe, c'est pas ta faute. C'est les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Voilà pourquoi le collectivisme, pour le dire simplement, est un mode de fonctionnement naturel du gauchiste. Parce que, de manière consciente ou inconsciente, il sait que pour lui, le faible, l'incompétent, le fragile, c'est la planque idéale. Les philosophes gauchistes modernes ont tendance à rejeter la raison, la science, la réalité objective et à insister sur le fait que tout est culturellement relatif. Plus important encore, le gauchiste déteste la science et la rationalité parce qu'elle classe certaines croyances comme vraies, c'est-à-dire réussies, donc supérieures, et d'autres croyances comme fausses, c'est-à-dire ratées, donc inférieures. Les sentiments d'infériorité du gauchiste sont si profonds qu'il ne peut tolérer
aucune classification de certaines choses comme réussies ou supérieures et d'autres comme ratées ou inférieures. Cela explique également le rejet par de nombreux gauchistes du concept de maladie mentale et d'utilité des tests de QI, de quotient intellectuel. Les gauchistes sont antagonistes aux explications génétiques des capacités ou du comportement humain, car ces explications tendent à faire paraître certaines personnes supérieures ou inférieures à d'autres. Les gauchistes préfèrent donner à la société le mérite ou le blâme des capacités d'un individu ou de leur absence. Ainsi, si une personne est inférieure, ce n'est pas de sa faute, mais celle de la société, parce qu'elle n'a pas été élevée correctement. Et ce que nous dit Kaczynski est typique du discours de Rousseau. L'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt. J'imagine toujours Rousseau parler comme ça. Personnellement, j'ai toujours considéré Jean-Jacques Rousseau comme une sombre merde, un sombre crétin, qui était contre le principe de propriété privée au passage. Et on voit ce qu'a donné l'immobilier soviétique et les banlieues françaises. Laissez-moi donc remettre en doute la viabilité du logement gratuit, tant prôné par les gauchistes et les communistes. En réalité, gratuité, ça veut surtout dire négliger. Et dans le cadre de l'immobilier, du logement gratuit, ça veut surtout dire logement négligé et odeur de pisse dans les escaliers. Et même le gauchiste le sait. Tous les socialistes parlent de HLM, mais ils habitent tous les petits centres-villes bien confortables et bien sécurisés. Et surtout, loin de l'immigration. Là, on voit l'hypocrisie du gauchiste s'exprimer de manière splendide. Le gauchiste promeut l'immigration, mais il est inconcevable pour lui d'habiter à côté d'un immigré. Cherchez l'erreur. Vous avez vu la photo de l'Union des gauches françaises pendant les législatives? Je vous mettrai à l'écran une image que j'avais tweetée, justement parce qu'elle me semblait bizarre. Donc on a un parti de gauche qui rassemble toutes les gauches, donc qui promeut la diversité, l'immigration, etc. Sur la photo, que des blancs. Le parti de l'Union des gauches françaises est un parti ethniquement blanc. Quelle ironie, les amis. Quelle ironie. Ils défendent toutes les minorités possibles et imaginables. Sans parler de la question de la Palestine, Gaza, etc. Sur la photo, il n'y a pas un seul ou pas une seule personne issue de l'immigration. Et si c'est le cas, c'est une immigration discrète. Ça veut dire que tu as quelques origines comme ça immigrées, mais tu es blanc, tu restes blanc. C'est ça l'essentiel. Et ça, c'est un parti qui promeut la diversité. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et un auditeur que je salue, il se reconnaîtra, c'est quelqu'un qui a quitté l'éducation nationale, il était enseignant, et j'avais eu l'occasion de discuter avec lui au cours d'un échange sur Patreon. J'avais mis ce podcast, c'est un podcast assez long sur l'école, l'éducation, l'université, l'avenir, les débouchés, etc. Il fréquentait beaucoup d'enseignants qui travaillaient en Île-de-France, et notamment en banlieue. Parce que forcément, quand tu es nouveau professeur, tu n'as pas accès aux meilleurs lycées et tu te retrouves souvent dans des zones un peu compliquées, essentiellement en banlieue. Et il me dit que lui et plein d'autres enseignants, notamment blancs, travaillent en banlieue dans des lycées en Île-de-France. Essentiellement la banlieue nord, le 93. Et il me dit, j'ai été choqué quand il a discuté avec une nénette, donc une prof, gauchiste forcément, il y a beaucoup de gauchisme chez les profs. Et il lui dit innocemment, tu travailles dans le 93, genre t'habites dans le coin, quoi, t'habites à côté du lycée. Et elle lui répond, presque choquée, ah non, moi je rentre à Paris le soir. Ah non, je reste pas ici. Je viens juste enseigner la journée, mais le soir je rentre à Paris. Ça, c'est le gauchiste. Ça, c'est vraiment ce qu'a le gauchiste dans la tête. Je veux bien aller enseigner dans le 93 parce que je suis obligé, il faut bien que je bouffe, et puis en attendant que je change vers un lycée, un meilleur lycée, mais le soir je rentre à Paris. Hors de question que j'habite, limite elle aurait pu dire hors de question que j'habite avec les sauvages dans le 93. Ça, c'est de la mentalité du gauchiste. Et il me dit, je me suis pris ça en pleine face. C'est inconcevable. Lui, je pense qu'il était un peu de gauche au départ et il a complètement viré à droite depuis, au contact des gauchistes.
Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés par la gauche au contact des gauchistes. C'est-à-dire qu'à force de les fréquenter au quotidien, tu vois vraiment ce qu'ils ont en tête. Logiquement, t'enseignes dans le 93, tu prends un appart à côté, quoi. Tu vas à pied au travail, enfin, tu fais au plus pratique. Mais le gauchiste a une idéologie. Il a une idéologie, le gauchiste. C'est pas quelqu'un. C'est dans ce sens que Ted Kaczynski nous dit que c'est quasiment une maladie mentale. Il réfléchit pas comme toi et moi. Il veut bien voir la diversité. Donc pendant la journée, il est dans sa classe, il y a Boubacar, Mouloud, Toufik, etc. Ça le dérange pas pendant la journée, il est prof et il est payé pour ça. Par contre, le soir, il veut pas voir Boubacar, Toufik, non. Le gauchiste, il veut rentrer à Paris. Il veut rentrer à Paris pour l'afterwork. L'afterwork, 18h30. Parce qu'il n'y a pas d'afterwork en banlieue. Et même, admettons qu'il y ait un afterwork, le gauchiste, la petite prof gauchiste blanche, elle veut pas aller à l'afterwork avec Boubacar. Ça l'intéresse pas. Elle veut rencontrer un meilleur parti. C'est pour ça qu'elle va aller plutôt dans le Paris intramuros. Le périphérique, ça forme une espèce de mur entre la civilisation. C'est comme ça que ça a été pensé presque, un mur entre la civilisation et les sauvages. C'est-à-dire que ça empêche l'expansion de Paris. On peut pas aller au-delà. À part quelques exceptions, Neuilly, la banlieue nord-ouest, chez les riches, etc. Mais, ou le parc de Vincennes, un peu plus à l'est, c'est des banlieues vivables, supportables, même chic. Mais tout le reste, c'est un champ de patates, quoi. C'est ni fait ni à faire. Donc, pour résumer ce point, je vais dire, n'écoutez pas ce que le gauchiste dit, regardez ce qu'il fait. N'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Où est-ce qu'il habite ? Qui il fréquente, qui il épouse, dans quelle école vont ses enfants. Et c'est comme ça que vous comprendrez qui est le gauchiste. Autre point, notez la tendance masochiste des tactiques gauchistes. Les gauchistes protestent en s'allongeant devant des véhicules et ils provoquent intentionnellement la police ou les racistes pour qu'ils les maltraitent. Ces tactiques peuvent souvent être efficaces, mais de nombreux gauchistes les utilisent non pas comme un moyen pour atteindre un objectif, mais parce qu'ils préfèrent les tactiques masochistes. La haine de soi est un trait gauchiste. Et ça, honnêtement, c'est un point auquel je n'avais jamais pensé. Et Ted Kaczynski, franchement, en 95, voir déjà tout ça, c'est incroyable. Il nous dit, effectivement, vous avez tous en tête les scènes des manifs gauchistes qui s'allongent par terre pour bloquer la circulation, par exemple, pour bloquer les camionneurs. Ils se collent les mains au sol pendant les manifs, parfois. Ils mettent de la superglue comme ça sur les mains, ils se collent au sol. Ils saccagent des œuvres d'art. Et Kaczynski nous dit, en fait, le rêve du gauchiste, le rêve caché, inconscient, c'est de se faire tabasser. Parce qu'il y a d'autres façons de manifester. Il y a d'autres façons d'embêter le système si vraiment tu as des choses à réclamer. Mais le gauchiste, il fait toujours en sorte de manifester pour se faire tabasser. C'est-à-dire que l'aboutissement ultime de sa manif, c'est une tarte dans la gueule. Quand tu t'allonges comme ça devant les camionneurs pour bloquer la circulation, il y a un gros camionneur qui va descendre de son camion, qui va te foutre sa grosse paluche dans la gueule et qui va te décoller la tête. Ça se termine souvent comme ça. Ils ont pas la patience, les mecs. T'en as, ils sont gentils, ils attendent la police une demi-heure, mais au bout d'une demi-heure, le gars, il voit que t'as pas bougé, il te défonce ta gueule. Il vérifie qu'il y a pas de caméra, que personne le filme, il t'arrache la tête. Et le gauchiste, il cherche la maltraitance. Il cherche inconsciemment à se faire tabasser. C'est un masochiste. Je me suis bidonné en repensant à ça. J'ai passé dans ma tête toutes les scènes des manifestations où je voyais des manifestants se faire tabasser. Je me dis, mais en fait, ils kiffent ça. Ils kiffent se faire taper. Les gauchistes peuvent prétendre que leur activisme est motivé par la compassion ou par des principes moraux. Et le principe moral joue un rôle pour le gauchiste du type sursocialisé. On en parlera un peu plus tard. Mais la compassion et les principes moraux ne peuvent pas être les principaux motifs de l'activisme gauchiste. L'hostilité est un comportement trop important du comportement gauchiste. Il en va de même pour la soif de pouvoir. Aider les Noirs n'est pas leur véritable objectif. Au contraire, les problèmes raciaux servent de prétexte pour exprimer leur propre hostilité et leur besoin de pouvoir frustré. Ce faisant, ils nuisent en fait aux Noirs ou aux Afro-Américains, car l'attitude hostile des militants envers la majorité blanche tend à intensifier la haine raciale.
Si notre société n'avait aucun problème social, les gauchistes devraient inventer des problèmes pour se donner un prétexte pour faire du bruit. Et effectivement, il faut faire attention, ne jamais considérer les actes ou les gestes du gauchiste comme altruistes. Il veut aider, il veut sauver. Tout lui sert à atteindre le pouvoir, à accéder au pouvoir. Toutes les minorités, toutes les luttes, toutes les causes, Gaza, la Palestine, il en a rien à branler. Vous croyez vraiment que le gauchiste au Parlement qui palpe 7000 balles plus 5000 balles de frais annexes pour son administration, le gauchiste qui coûte 15 000 balles par mois aux contribuables, vous pensez vraiment qu'en dormant la nuit, il pense à Gaza ? Le gars, il pense à sa retraite à 7000 balles. Il en a rien à branler de Gaza. Il y est jamais allé, il compte pas y aller. Et au quotidien, il croise pas particulièrement des Palestiniens. Il en a rien à foutre. Ce n'est que des causes pour atteindre le pouvoir. C'est des causes populaires. Moi, par exemple, si je voulais faire exploser mon audience et gagner en capital sympathie, ce que je ferais, c'est que je commencerais à militer pour la Palestine. Le nombre de personnes, de sympathisants et même de fanatiques que je vais attirer sera phénoménal. Parce que c'est une cause qui touche les minorités, qui touche notamment les musulmans de France, les Français d'origine maghrébine. Donc si j'étais un peu vicieux, comme peut l'être un gauchiste, un peu manipulateur, je serais allé dans ce sens. Je serais allé dans le sens de la promotion de ça. Il y a un auditeur vexé par ma critique de l'islam qui m'a dit « L'Observateur, tu fais ça pour l'argent, tu fais ça pour l'argent, tu sais que ça va attirer des gens vers ton YouTube, etc. » Mais t'as rien compris. La critique de l'islam, c'est le niveau 0 de la monétisation. Tu gagnes rien avec ça. Qui va venir écouter un podcast exclusif sur l'islam ? Tout le monde s'en branle. Les gens aiment bien la critique de l'islam, mais contrairement au développement personnel, au business, à l'investissement, à l'argent, qui sont des thèmes d'apprentissage qui changent la vie des gens, les thèmes religieux, ça intéresse les curieux, mais sans plus. Donc mon bénéfice financier par rapport à la critique de l'islam, il est de 0. Au contraire, il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit l'Observateur sur la critique de l'islam, j'ai décroché, je reviens quand t'auras fini. Et c'est même pas des auditeurs musulmans. C'est juste qu'ils en ont rien à foutre de l'islam et ça les fatigue un peu. C'est vrai que j'ai fait une série relativement longue, quasiment 11 épisodes que j'ai fini. D'ailleurs, je ferai peut-être des hors-séries, mais sans plus. Et t'as plein d'auditeurs que ça a un peu agacé. Donc ça a plus eu tendance à faire fuir mon audience originelle qui veut autre chose. Qui veut que je parle de géopolitique, d'économie, d'investissement, je sais pas, de BlackRock, de la Russie, de relations hommes-femmes, de business, autre chose que le thème religieux qui fatigue tout le monde et qui n'intéresse pas. Donc je l'ai fait plus comme un travail d'intérêt public, je parle de la critique de l'islam, comme quelque chose d'utile à la société, d'utile aux gens, que comme une stratégie de monétisation. Si vraiment mon objectif c'était l'argent, j'aurais fait autre chose. J'aurais plutôt pris le côté Gaza, le côté défense de la Palestine, etc. Le niveau de fanatisme est tellement élevé que là, pour le coup, ça aurait été financièrement intéressant. Hein. Donc voilà, si tu veux gagner de la thune et attirer l'attention, un peu comme les Instagrammeuses qui se sont mis en mode soutien de la Palestine et qui ont eu plein de simps qui ont rejoint leur compte, elles ont compris qu'il y avait un marché à prendre. Donc il y a plus d'argent à faire chez les fanatiques islamisés soutiens de Gaza que en critiquant ces idéologies et ces courants politiques. Et ça, c'est ce que le gauchiste a compris. Il a compris que chez les minorités, il y avait un marché. Et en les défendant, il s'attire ce marché, que ce soit politique, pour s'attirer des voix, et ça a plutôt bien marché pour la gauche. C'est-à-dire que la gauche n'a rien à offrir. Ils vont vous déglinguer. Ils vont vous déglinguer en termes d'impôts, ça va être un massacre, ça va être un bain de sang. Par contre, t'as plein de gens, juste pour le côté pro-Palestine, pro-Gaza, pro-Islam, qui se sont sentis plus proches de ce mouvement. Mais au final, les gauchistes vont vous savater, ils vont vous déglinguer la gueule. Quand ils auront fini avec vous, ils vont vous jeter comme des merdes. D'ailleurs, vous n'êtes même pas dans leur parti politique. La représentation des minorités ethniques dans les partis politiques de gauche, elle est inexistante. Rien, walou, nada. Je pense que si les minorités savaient ce que les gauchistes pensaient d'eux, ils changeraient radicalement de bord. Si t'étais une petite souris
qui écoutait la conversation entre deux profs gauchistes, l'un qui lui dit « Est-ce que tu habites dans le 93 ?» L'autre qui lui répond « Non, non, jamais, jamais, moi je reste pas ici la nuit, je rentre à Paris le soir. Ici c'est juste pour me faire une expérience, mais la nuit, moi je rentre à Paris, hein. J'habite pas avec ces gens-là. » Voilà ce que pense le gauchiste. Donc médite un peu à cette question. Et bien sûr, pour exister, le gauchiste a besoin qu'il se passe des choses. Il a besoin de lutte. Et quand il n'y en a plus, il en invente. C'est ce qui explique la lutte féministe en Occident. Il n'y en a plus besoin, mais ça continue. Si notre société n'avait aucun problème social, admettons, tout est parfait, on a atteint le summum de la civilisation qu'on ne pourra pas dépasser, eh bien, les gauchistes vont inventer des problèmes pour se donner un prétexte, pour faire du bruit. Maintenant, on va parler un peu de collectivisme. Le gauchiste est orienté vers le collectivisme à grande échelle. Il insiste sur le devoir de l'individu à servir la société et sur le devoir de la société à prendre soin de l'individu. Il a une attitude négative envers l'individualisme. Il adopte souvent un ton moralisateur. Il tend à être en faveur du contrôle des armes à feu, de l'éducation sexuelle et d'autres méthodes éducatives psychologiquement éclairées, de la planification sociale, des mesures de discrimination positive, de multiculturalisme. Il tend à s'identifier aux victimes. Il est souvent opposé à la compétition et à la violence, mais trouve souvent des excuses pour les gauchistes qui commettent des actes de violence. Il aime utiliser les phrases communes de la gauche comme racisme, sexisme, homophobie, capitalisme, impérialisme, néocolonialisme, génocide, changement social, justice sociale, responsabilité sociale. Peut-être que le trait diagnostique le plus caractéristique du gauchiste est sa tendance à sympathiser avec les mouvements suivants: le féminisme, les droits des homosexuels, les droits des ethnies, les droits des personnes handicapées, les droits des animaux, le politiquement correct. Quiconque sympathise fortement avec tous ces mouvements est presque certainement un gauchiste. Et là, je pense que le texte est clair, j'ai même pas besoin de développer, il est tellement précis, tellement bien écrit, que je vais passer au paragraphe suivant. Les gauchistes les plus dangereux, c'est-à-dire ceux qui sont les plus avides de pouvoir, sont souvent caractérisés par l'arrogance ou par une approche dogmatique de l'idéologie. Cependant, les gauchistes les plus dangereux de tous peuvent être certains types sursocialisés qui évitent les démonstrations irritantes d'agressivité et s'abstiennent de promouvoir ouvertement leur gauchisme, mais qui travaillent discrètement et sans se faire remarquer pour promouvoir les valeurs collectives, les techniques psychologiques éclairées pour socialiser les enfants, la dépendance à l'individu envers le système. C'est ces crypto-gauchistes, comme nous pourrions les appeler. Le préfixe crypto signifie caché ou secret, donc les gauchistes cachés ou les gauchistes secrets se rapprochent de certains types bourgeois en ce qui concerne l'action pratique, mais s'en distinguent par leur psychologie, leur idéologie et leur motivation. Le bourgeois ordinaire essaie de soumettre les gens au contrôle du système afin de protéger son mode de vie, ou il le fait simplement parce que ses attitudes sont conventionnelles. Le crypto-gauchiste essaie de soumettre les gens au contrôle du système parce qu'il est un vrai croyant en une idéologie collectiviste. Et là, Ted Kaczynski nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit d'abord que les gauchistes les plus dangereux sont ceux qui ne sont pas ouvertement gauchistes. Par exemple, Soros, George Soros, le milliardaire américain d'origine hongroise. Avec sa fondation, The Open Society, il est derrière tous les mouvements, de manière officielle ou non officielle. Mais dès qu'il y a un truc un peu perturbateur et gauchiste, du type les Femen par exemple, ou même certains mouvements migratoires, on remonte toujours à la Open Society. Par exemple, il y a des migrants qui déclarent avoir payé $10 000 pour passer la frontière. $10 000. T'as des gens qui travaillent toute l'année en Europe, qui n'ont pas $10 000 de côté. Comment un migrant syrien ou afghan a $10 000 ? Qui lui a donné ces $10 000 ? Quand vous connaissez la monnaie syrienne, quand vous connaissez la vie en Syrie, en pleine guerre, quand vous connaissez le salaire moyen ou le revenu moyen en Afghanistan, comment le gars a eu $10 000 pour passer la frontière, pour payer un passeur qui le fera arriver jusqu'en Angleterre? C'est souvent la destination de prédilection. C'est pour ça qu'ils sont tous à Calais en attendant de pouvoir passer en Angleterre. Mais ça sera de plus en plus difficile. La politique britannique est en train de se radicaliser sur la question. Mais lorsqu'on remonte un peu ces filiales et d'où viennent ces milliards de dollars,
on comprend que derrière, il y a quelqu'un. On ne me fera jamais croire qu'un migrant qui fuit la guerre, qui souffre, qui n'y arrive pas, arrive à récolter 10 000 balles. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries 2 secondes. Et Kaczynski nous disait, c'est ça les gauchistes les plus dangereux. C'est pas la fémène décérébrée qui court les seins nus dans la rue. Elle, c'est un maillon, c'est rien. C'est le bout de la chaîne, en fait. C'est même pas un maillon, c'est le dernier maillon, tu vois. Elle prend les miettes. D'ailleurs, elles ont toutes mal fini. Je sais pas ce que sont devenues les fémènes aujourd'hui, mais elles ont toutes mal fini. Et c'est toutes des filles un peu bizarres. On a appris plus tard qu'une fémène était actrice X. Il y en a une qui a été attrapée dans un magasin parce qu'elle mettait des poulets dans ses parties génitales. Des trucs, mais vraiment, c'est des déglingués en fait. C'est des déséquilibrés qui se sont mis à se battre pour les droits des femmes. Et quand on remonte les filiales, d'où vient cet argent, qui finance ça, on retrouve souvent des milliardaires qui ont une idéologie ou un agenda gauchiste. Soros n'est pas le seul, c'est peut-être celui qui a été le plus populaire ou le plus connu avec sa Open Society, mais il y en a plein comme ça. Vous multipliez ça par 1000 et vous comprenez qui sont les cerveaux et d'où vient l'argent derrière le gauchisme. Et par pitié, ne me traitez pas de conspirationniste. La Open Society Foundation a été créée par George Soros. Vous allez sur Internet, vous regardez ce qu'elle fait. Elle est présente dans 120 pays. Là, ce que je vous donne, c'est de l'information objective. On n'est pas dans la conspiration, on n'est pas dans l'invention d'informations. C'est objectivement une fondation dans laquelle on injecte des milliards de dollars pour promouvoir les actions gauchistes et le militantisme gauchiste. Et Kaczynski nous dit que le gauchiste se comporte un peu comme le bourgeois qui utilise le système pour défendre ses intérêts, mais qui ne croit pas vraiment à ce mode de fonctionnement. Je m'explique. Le bourgeois, par exemple, va être pour le contrôle. Il va être pour la société de contrôle. Pas parce qu'il aime particulièrement cette société, mais parce que c'est ça qui va protéger son hôtel particulier, sa villa, sa voiture de luxe, ses biens. C'est un mal nécessaire, entre guillemets. La société policière, la société du contrôle, même si le bourgeois est un libéral économique, qu'il gagne de l'argent dans la bourse, dans l'immobilier, que vraiment le contrôle, c'est pas un truc qui lui plaît beaucoup, parce que dans le contrôle, il y a aussi le fisc, il y a aussi les impôts. Donc le contrôle pour le bourgeois, c'est pas toujours positif. Tu te prends un contrôle fiscal dans la gueule, tu vas comprendre ta douleur. Mais le bourgeois voit le contrôle comme un mal nécessaire, parce que mine de rien, cette société du contrôle avec une police forte organisée, c'est ça qui va empêcher des manifestants de saccager son joli hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris, là où il gare aussi sa petite voiture de luxe, etc. Donc la police est un mal nécessaire pour le bourgeois. Il kiffe pas spécialement, mais il en a besoin. Et de la même façon, le gauchiste sait que la société du contrôle est nécessairement collective. C'est pour ça qu'il soutient l'idéologie collective. Tu ne peux pas contrôler les gens dans une société libérale, dans une société où les gens sont entrepreneurs, où les gens sont libres, où les gens ne déclarent pas leurs impôts à la source, mais ils déclarent leurs impôts plus tard parce qu'ils sont commerçants. Donc c'est eux qui disent combien ils ont gagné. C'est difficile de contrôler les indépendants. Ils sont trop libres pour ça. Donc le collectivisme est un mal nécessaire pour établir le contrôle. Une fois que tout le monde est salarié, une fois que tout le monde est imposé à la source, une fois que tout le monde dépend de l'État par la CAF, par les aides sociales, une fois que tout le monde est lié, menotté à ce collectivisme, tu obtiens le contrôle total. Et on va définir la sursocialisation dont parle Ted Kaczynski dans son livre. C'est un concept qu'il utilise pour décrire un processus par lequel les individus, en particulier dans les sociétés modernes, sont excessivement conditionnés à se conformer aux normes sociales. Il a quelque part inventé le mot « normie », celui qui respecte la norme sociale ou les normes sociales, 25 ans à l'avance, quoi. C'est de ça que parle Ted Kaczynski. Le sursocialisé, l'individu sursocialisé, c'est le normie, celui qui respecte toutes les normes. Il soutient que ces individus internalisent de manière très profonde les valeurs, les règles et les attentes de la société, au point de développer une forte culpabilité ou une anxiété lorsqu'ils ne parviennent pas à les respecter. Cette sursocialisation est, selon lui, particulièrement marquée chez les gauchistes modernes qui, pour compenser leur sentiment de culpabilité, adoptent des attitudes extrêmes de conformité aux idéaux progressistes et cherchent à imposer ces mêmes normes aux autres.
Kaczynski voit cela comme un phénomène qui contribue à la rigidité et au dogmatisme au sein du gauchisme moderne. Voilà, mes amis, pour ce texte. Vous comprendrez pourquoi je vous parlais de génie. On est en 1995 et Ted Kaczynski prédit déjà les hashtags MeToo, les Black Lives Matters, des choses qu'on ne verra et dont on ne comprendra vraiment l'ampleur que vers 2018, donc 25 ans plus tard. J'ai lu ce texte il y a 5 ans environ. J'en avais entendu parler bien avant, mais j'ai eu le temps, l'énergie de le lire entièrement. Il est facile à lire, hein, c'est plus un essai d'une centaine de pages qu'un livre. Et j'ai été surpris en le lisant. Je me suis pris une claque monumentale. Et ça va faire 5 ans que j'ai ce sujet en tête et que j'ai envie de vous en parler. C'est pour dire à quel point certaines choses mettent du temps à arriver à maturité. Mais je ne suis pas un homme pressé. Les bonnes choses mettent toujours du temps à arriver et vous découvrirez dans 5 ans les choses que j'ai en tête aujourd'hui ou les choses auxquelles je pense aujourd'hui. Je reparlerai encore de Ted Kaczynski à l'avenir pour développer d'autres points de ce manifeste sur lequel il y aurait encore tant de choses à dire, mais pour l'instant, je vous donne rendez-vous sur Patreon et Spotify pour un prochain podcast, celui-ci exclusif de l'Observateur. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.